Bonjour et bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et, chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps d'une grande récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui l'ont été, des enfants, des membres du personnel encadrant, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous, finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité heureuses ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéale. Oui, ici on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir parce que l'école, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, je partage un moment la grande récré de Max. Max est né dans les années 30, mais il n'a pas perdu de vue le petit garçon qu'il était autrefois. Et s'il a gagné en sagesse, il s'applique à entretenir la même curiosité qu'alors. Dans son cartable, il a rangé soigneusement son enfance sous l'occupation dans les allées ensoleillées de Carnac-Plage, le Paris en noir et blanc des années 50, des toiles et un chevalet, et les souvenirs vivaces d'une heureuse carrière de professeur de dessin. Bonjour Max, comment vas-tu ? Ça va bien, très bien. Je suis très touchée que tu aies accepté de répondre à mes questions modestement parce que je t'ai toujours entendu parler de ton travail d'enseignant avec beaucoup de bonheur, mais que tu as un parcours un peu atypique, donc j'avais envie de te l'entendre raconter. Ça fait partie de la profession, c'est une suite logique. Alors je commence par te poser la même question qu'à tous ceux qui t'ont précédé. Si je te dis cours de récré, quelle est l'image qui te vient immédiatement en tête, comme ça, spontanément ? Alors les bagarres, on disait à cheval, c'est-à-dire sur les épaules du copain, où toute la classe se bagarrait à coups de cache-colle pendant la récré, et on tombait sur le sol, qui était du sable avec des graviers. C'était pas très confortable, mais on a bien rigolé. C'est pas des mauvais souvenirs pour autant, non, les bagarres. Pas du tout. Tu participais activement ? Oui, activement. Donc t'avais quel âge à ce moment-là ? 13 ans. Ah oui, quand même. Oui. Et t'étais où à l'école ? Ça se passait au lycée de Lorient, lycée du Puy-de-Dôme, en 1947. Donc si je te demande à quoi tu jouais sur les cours de récré, c'est ça le premier souvenir, c'est des bagarres. Oui, c'est ça. Et t'as d'autres souvenirs ? Vous pouvez aussi jouer au ballon et puis casser quelques carreaux des salles de classe de temps en temps, involontairement. C'était des récrés animés. Oui. Et toi, quel genre d'élève tu étais alors en dehors de ces récrés sportives ? Certains cours très intéressants, comme le dessin, le français et l'anglais. Et puis des cours où j'étais très peu présent, comme les maths, la chimie ou la physique ou les sciences, quoi. Très jeune, tu avais déjà un profil assez défini, littéraire, artistique. Oui, toujours attiré par le dessin et les formes artistiques. Tu avais 6 ans quand la guerre a commencé ? Oui. C'est ça ? C'est aussi l'âge où on commence les premiers vrais apprentissages. Et c'était encore plus vrai à ce moment-là, je pense, qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est pas anodin, ça a bouleversé des vies d'enfants, mais aussi les vies d'élèves, forcément. Donc en quoi ça a changé ta vie à toi, à ce moment-là ? Jusque-là, jusqu'en 1940, à l'âge de 6 ans, aucune école. Je suppose que c'est ma mère qui m'a appris à lire, à la maison comme ça, parce qu'à l'époque, tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. Puis la guerre arrive, l'occupation, et quitter la ville de Lorient à ce moment-là bombardée pour aller à Carnac, où d'anciennes institutrices, surtout des femmes, organisaient chez elles, c'est des espèces de cours privés, où on se trouvait en petit nombre, et en fin de compte, ça devait être très profitable, quoi. C'était très calme, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses là, en peu de temps. Oui, parce que vous étiez avec des personnes qui étaient quand même formées pour ça. Oui, c'était et le fait du petit groupe faisait qu'elles avaient toute l'attention nécessaire. Voilà, puis il n'y avait pas de temps perdu du tout. Il n'y avait pas de chahut, évidemment. On travaillait quand même pas mal de temps et certainement c'était profitable. Donc elles organisaient ça à leur domicile ? Oui, dans leur domicile. La plupart du temps, les cours venaient dans la cuisine et quelquefois dans la salle à manger, en fonction de leur logement, quoi. Les vraies écoles étaient fermées ? Non. Ça se passait à Carnac, qui est divisé en deux. Donc on habitait à Carnac-Plage et l'école officielle se trouvait à l'entrée de Carnac-Ville, donc très loin de nous habitions. Ah oui. C'était l'occupation, les Allemands étaient là, les soldats allemands,
Il y avait beaucoup de chevaux qui très souvent s'emballaient et parcouraient les allées de Carnac à bride abattue. Il y avait un certain danger, et c'est pourquoi les instituteurs avaient organisé comme ça des... En fait, c'était pour éviter aux parents et aux enfants des trajets à pied oui, à ceux qui habitaient très loin de l'école. Trop longs, dangereux. Plusieurs avaient organisé des cours chez eux comme ça, à différents points de Carnac-Plage. Parce qu'à cette époque-là, les écoles n'étaient pas mixtes. Non. Mais dans ces cours-là, par contre, ils accueillaient garçons et filles indifféremment. Oui, c'était tous des petits voisins, des petites voisines, quoi. On n'était pas nombreux. Hein. Des gens qui étaient réfugiés aussi, ou des Carnacois? Les deux. Les deux, mais je pense à Carnac-Plage davantage de réfugiés. Oui. Les Carnacois, les vrais, habitaient le bourg. Parce que Carnac-Plage, à l'époque, c'était déjà des résidences secondaires. C'est des résidences secondaires, donc qui étaient évidemment... qui n'étaient pas occupés l'hiver habituellement, qui puis là se sont trouvés occupés par des gens venus du nord de la France, beaucoup. Les premiers, si je juge par mes copains, et ensuite par les Lorientais, au début des bombardements de Lorient. Comme toi et ta maman. Voilà. C'est pas forcément des mauvais souvenirs? Non, si? pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. On était un peu comme en famille, on s'entendait bien, c'était très calme. Quelquefois, ces cours, la personne réalisait des cours qui duraient pas forcément très longtemps dans le temps. Ah oui, c'était pas toute la journée comme à l'école, peut-être. Oui, de ce côté-là. Ouais. Mais d'un autre côté, dans le temps, ça pouvait durer 6 mois, par exemple. On ne sait pas pourquoi. Ils arrêtaient, puis un autre prenait, organisait quelque chose chez lui. Et j'ai fait comme ça, je pense, chez 5 institutrices différentes. Ah oui, 5. Ah oui, certainement. Bah, peut-être que c'était en fonction du niveau des enfants. Oui, il y avait peut-être ça aussi. Il y avait les choses, ça se passait comme ça, on ne savait pas tout. Hein. Ouais. Oui, puis vous étiez enfant, donc vous laissiez porter par ce qui se passait. Puis voilà, quoi. Je sais que c'était pas loin de chez moi, puis que ça se passait bien, quoi. Donc finalement, c'était une scolarité différente, mais qui se vivait quand même et qui a posé des bases solides. Ils avaient très peu de moyens, hein, en fait, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de vues sur l'extérieur, quand même. Hein. Oui, il ne devait pas avoir beaucoup de moyens, il ne devait pas avoir beaucoup de matériel non plus. Pas de matériel du tout. On apprenait les bases, quoi, la grammaire, les dictées, questions, analyse logique, analyse grammaticale et géographie, le peu qu'ils pouvaient nous faire voir en géographie, parce qu'il y en avait très peu de livres, quoi. Très peu de livres. Ouais, ils enrichissaient comme ils pouvaient, quoi, ce qu'ils vous transmettaient. Comme ils pouvaient. Certains nous faisaient voir... je me souviens de leur collection de timbres. Je crois que j'ai découvert le monde comme ça, sur les timbres postes, avec toutes les illustrations. C'est ça qui a commencé à nous faire rêver, quoi. Ouais, tu vois, c'est chouette, ça. Oui. Bah, tu rêvais, mais est-ce que tu te projetais dans des métiers, tu sais, comme les petits garçons? Non, pas à ce moment-là. Non, t'as pas de souvenir comme ça, de dire même quelque chose qui serait pas du tout... J'ai pas de souvenir à ce moment-là. On pensait plus à jouer aux billes après. Ouais. Qu'au futur. Ouais. Tu disais pas, je veux être pompier, je veux être, je sais pas... Non. Ce que disent les petits garçons souvent. Non, t'as pas ce souvenir-là en tout cas. J'ai pas ce souvenir-là, non. Puis il faut pas oublier que c'était l'occupation quand même. Ouais. Hein. Mon père était prisonnier en Allemagne. Ouais. Pendant 5 ans quand même. Ouais, donc ça impliquait que les gens vivaient quand même plus au jour le jour. Ils étaient dans le moment présent, ils se projetaient pas puisqu'ils savaient pas ce qui les attendait finalement. C'est ça. Il y avait très peu de choses. Il y avait des toutes petites librairies avec quelques illustrés, très peu de livres, très peu d'ouverture, quoi. Hein. Ouais. Les livres, c'était quand même, avec les timbres postes dont j'ai parlé, les premières ouvertures, quoi. Ouais, donc tu arrivais quand même à trouver des livres. Oui, on arrivait et à s'échanger entre nous des illustrés qu'on appelait à l'époque. C'était quand même intéressant, ça. Vous les lisiez et vous les relisiez. Oui, et on s'échangeait beaucoup entre nous, quoi. Ouais. Donc toute l'occupation, tu es resté à Carnac et tu as suivi ce système de cours chez des particuliers. Voilà. Et donc, à la fin de la guerre, est-ce que tu es retourné dans ta ville d'origine, qui était Lorient? Oui, bien sûr. Donc, les premiers soldats américains sont arrivés au mois d'août 1944 à Carnac. Donc, après, ce type de cours-là a continué. Et puis après, comme j'avais grandi, on m'a inscrit à l'école publique de Carnac, qui se trouvait, donc, j'ai dit, à l'entrée du bourg, une grande école. Et alors là, avec des copains, on faisait la route tous les jours, c'était pas loin de 2 kilomètres. Hein. On partait le matin de bonne heure, à pied, on mangeait à la cantine, et on rentrait le soir.
toute saison comme ça. Et là, bon, on a appris aussi beaucoup de choses dans un cadre quand même plus classique. Oui, plus académique. Oui, plus académique. Avec des instituteurs qui étaient gentils, j'ai pas de mauvais souvenirs là, et des bons copains. On n'était pas nombreux, mais il n'y avait pas d'histoire. Tout se passait bien. Ouais. Tout s'est bien passé comme ça, jusqu'à l'année 1946, c'est-à-dire pendant 2 ans. Et le retour à Lorient. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, l'entrée directement en 5e au lycée du Puy-de-Dôme à Lorient. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait de 6e? Pas de 6e. Avec quand même un manque certain, parce que, bon, les instituteurs ne parlaient pas anglais non plus. Oui, c'était un peu fou. Alors en fait, ils vous faisaient passer en 5e parce que c'était votre classe d'âge. Oui, parce qu'on était plus vieux, qu'on avait quand même perdu du temps certainement. Et on ne nous a pas demandé notre avis, tout d'un coup c'était comme ça, bon, on a suivi quoi. Oui, ça paraît fou de sauter une 6e en fait. Oui, c'est ça, on est arrivé comme ça. Puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu redoubler la 5e. Quoi. Oui, bah forcément. C'était parce qu'il y avait quand même des lacunes importantes. Quoi. Mais à quoi ça ressemblait alors? Parce que Lorient avait été quand même, peut-être pas complètement, mais détruite. Pratiquement détruit. Tout le centre de ville était pratiquement détruit. À quoi ça ressemblait quoi la vie de lycée, Alors le lycée n'était que en baraque. Il était entouré de hauts murs anciens qui n'étaient pas tombés. À l'intérieur, que des alignements de baraques. Quoi. Des baraques, c'est-à-dire des constructions provisoires? Constructions en bois, sans étage. Ouais. Où faisait très froid l'hiver et très chaud dès le mois de mai. Quoi. Ouais, c'est ça. Et pour anecdote, j'ai vu le jour après du BEPC, où on avait passé le brevet là, les pompiers venir arroser les toits le matin avant les examens, tellement il faisait chaud. Voilà, c'est ce qu'était le lycée. Quoi. Donc c'était des choses provisoires en attendant les reconstructions qui viendraient quand même bien après. Oui, moi j'ai jamais connu à Lorient le lycée autre qu'en baraque. Donc il a été reconstruit bien après. Je ne l'ai pas connu. Non. Et les enseignants, c'est pareil, c'est des gens qui avaient dû... Eux aussi, ils avaient traversé l'occupation comme ils avaient pu. Les enseignants, oui. Est-ce qu'ils étaient formés Il n'y a pas beaucoup d'entre eux, les profs d'anglais, qui avaient dû aller en Angleterre. C'était pas possible. Il y avait des gens âgés, beaucoup de gens âgés. Après sont arrivés des plus jeunes, mais alors carrément plus jeunes. Grande différence entre eux, quoi, de la nouvelle génération, quoi, qui sont arrivés là, comme profs. Mais ils étaient quand même assez lointains de nous. C'était pas tellement amusant. C'est pas les meilleurs souvenirs. Non. Et tu recevais une éducation artistique? Il y avait des cours de dessin? Là. Alors là, t'es arrivé la chance de rencontrer comme... j'ai eu un premier prof de dessin qui était gentil, mais qui était déjà ancien, bon, qui n'accrochait pas beaucoup les élèves. Puis est arrivé, venant de captivité. Il venait d'avoir été prisonnier en Allemagne pendant la guerre aussi. Un prof de dessin passionné, très bon peintre et tout, qui a commencé par décorer toute la classe de ses travaux, des choses qu'on n'avait jamais vues, quoi. Des affiches, des peintures. Très intéressant, qui nous a vraiment ouvert un horizon à ce moment-là, qui nous a vraiment intéressés, ceux qui aimaient le dessin, parce que les autres faisaient un peu ce qu'ils voulaient, pas mal de bruit, passablement. Mais, et puis certains aimaient le dessin, dont moi. Alors justement, ce prof de dessin-là, est-ce que tu dirais que c'est lui qui a été à l'origine d'une sorte de vocation pour toi? Enfin, il t'a guidé? En quoi il t'a... Oui, il n'y a aucun doute. D'abord, de découvrir ce qu'on avait vu sur les murs de la classe, qu'on n'avait jamais vu avant. Puis, il a envoyé assez rapidement 3 ou 4 élèves à Paris étudier le dessin. Il a jugé qu'ils étaient capables de se débrouiller dans cette voie-là. Parce que c'est ce qu'il avait fait lui-même. Il était issu d'une école d'art il avait fait les Beaux-Arts de Paris. D'accord. Entre autres. C'est quand même pas tellement courant, quoi. Pour des Bretons. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de Beaux-Arts à Rennes. Ils n'étaient pas ouverts encore, ni à Quimper. Donc il y avait très peu d'écoles d'art que en Bretagne. Il avait envoyé donc quelques élèves là-bas. Et alors, après la seconde, je ne voyais pas tellement l'intérêt d'aller jusqu'au bac. Il a dit... c'est pas la peine d'aller au bac. Il y a un atelier à Paris qui s'appelle Atelier Corlin, qui prépare les grands concours, c'est-à-dire concours des arts déco, ou alors des beaux-arts de Paris, ou alors de l'école Madame, de la rue Madame, école de la ville de Paris, ou des lycées et collèges. Je crois qu'il faut y aller, quoi. Donc il t'a proposé ça, en fait. Il m'a proposé ça.
Il m'a donné pas mal de tuyaux. Mhm. J'allais le voir chez lui. Et on parlait assez longtemps. Et voilà, je suis parti un jour dans cette Donc tes direction. parents t'ont suivi dans ce Parents ont projet-là? suivi absolument. Parce que tu avais quel âge? 18 ans. C'était pas si simple à l'époque de dire j'envoie mon fils de 18 ans à Paris dans une école d'art. Tu vois, c'était pas des voies. Non, c'était pas simple, mais comme j'avais 2 ou 3 camarades à moi, là, Ah oui, qui étaient des voisins en plus, ah oui, d'accord. dont je connaissais la famille, Mm. je suis allé les voir, évidemment. Bon, on a pas mal parlé avec eux. J'ai vu que tout se passait bien pour eux. Ils m'ont donné tout un tas de nouvelles rassurantes. Mm. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Et Et donc là, tu partais pour un cursus de combien de temps dans cet atelier? Ça dépend. Je connaissais pas du tout Tu le savais niveau. pas, ouais. Qu'est-ce qui allait se passer. Et je suis vu arriver dans un atelier de 60 personnes, avec une très très bonne ambiance. On s'est très bien reçu par les anciens. C'était amical, beaucoup de découvertes, des gens de toute la France. Et puis les cours étaient très bons, des profs différents pour les différentes matières du dessin, Mhm. perspective, histoire de l'art, décoration, dessin, croquis du modèle vivant et tout. Donc tout s'est très très bien passé. Je voyais pas le temps passer même. Et les jours où on s'ennuyait le plus, c'était le dimanche. Ouais. C'était pas les journées de cours, hein. Et voilà. Oui, parce que nous, on a l'image, si tu veux, d'un Paris des années 50 très photogénique, tu vois, à travers les grands photographes. Non, en fait, c'était triste. C'était Ouais. assez triste. Il n'y avait pas les facilités qu'il y a maintenant. Mhm. Le seul fait de manger un sandwich, il fallait rentrer dans un café, quoi. Il n'y avait pas... Bien sûr. et puis prendre une consommation. Et, alors ça va très bien un soir de semaine, mais le dimanche soir, c'est pas ce qu'il y a de plus Ouais, amusant. tout était quoi. fermé, c'est quoi? Voilà, mais je me trouvais comme par hasard à habiter sur la place qui se trouve devant la colonnade du Louvre. Mhm. Saint-Germain l'Auxerrois, donc tout près du musée et tout près de la Seine aussi, dont les voies sur berge à l'époque étaient réservées aux piétons et ce qui permettait aux beaux jours de faire des Des belles balades. balades. Ouais. De la Tranquille. photo? Tranquille. Ouais. Comment? Et de la photo? Et beaucoup de photos. Ouais. Alors au bout d'un moment, j'ai acheté un appareil photo, un petit appareil, et puis il commençait à se balader dans les rues de Paris et à photographier un petit peu partout. Et à constituer une documentation, peut-être pour plus tard, quoi, déjà. Ouais. Peut-être, oui. Sans savoir vraiment ce que t'en ferais, mais en sachant que ça te servirait sûrement à quelque chose. Ouais, quand même attiré par ça, quoi, Ouais. quand même, parce que il y a quand même des cadrages, il y a quand même des mises en scène lumières. qui sont les mêmes, quoi, hein, Mhm. que ce soit en dessin Ouais. ou en photo, quoi. Oui, oui. On s'y retrouve. Hein. Mhm. D'ailleurs, j'ai des camarades de l'atelier qui sont partis après à l'IDEC, l'Institut Le aux cinéma. études du cinéma. Plusieurs, hein. Toi, ça t'a pas tenté? Non. Je n'étais pas bien au courant de ce que c'était à l'époque, sûrement. Mhm. C'est plus attiré plutôt vers l'enseignement, à ce moment-là, du dessin. Mais quand tu es revenu, quand tu as terminé ce cursus, finalement, tu ne les as pas passés, ces fameux concours? Non, j'ai pas pu finir tout à fait la 3e année parce que mon père étant tombé malade assez gravement, j'ai dû ne pas reprendre à cette rentrée-là et puis aller l'aider un petit peu dans son métier au port de pêche, ce qui n'avait rien à voir. Mhm. Mais Ouais, non, rien à heureusement voir du pour tout. moi, ça me permettait quand même de continuer le dessin, Mhm. commencer à peindre, faire des expos, Ouais. de fréquenter les collègues qui étaient bretons, que je voyais dans le coin, là, Mhm. et de ne pas couper du tout avec ce milieu-là, quoi. Et ça a duré combien de temps? Ben, ça a duré pas mal de temps, ça a duré 4 ou 5 ans, Ouais. oui, Donc tu l'aidais dans son magasin au port de Oui. pêche de Lorient. voilà. Même quand il est allé mieux, tu as continué à l'aider. Oui, après ça a repris, Mm. Donc au bout d'un moment, au port de pêche, là, tu es arrivé à un point où il fallait à nouveau faire un choix, parce que ton père laissait aussi son activité, et que Oui, tu n'avais donc, pas forcément envie de la reprendre à ton nom. moi je n'avais jamais eu l'intention de continuer à travailler à la marée. Mon père, arrivant à l'âge de la retraite, a revendu son fonds à un voisin qui voulait augmenter, lui, la dimension de son magasin pour ses enfants. Et heureusement, moi, j'ai jamais coupé avec le monde de l'enseignement. Ouais. Et j'ai participé au Salon de l'Éducation nationale pendant 5 ans, Ah Qui- oui, d'accord. qui avait lieu à Lorient, en exposant plusieurs toiles, quoi, Mhm. et en fréquentant les collègues, Mhm. profs de dessin Et donc, comment tu as réussi à passer de ton magasin de marée à un prof de lycée? Alors à cette époque, c'est-à-dire fin des années 60, il y avait beaucoup de personnel qui était auxiliaire dans l'enseignement. Mhm. Il s'agissait de faire une demande, quoi, hein, Ouais. poser une candidature, ce que j'ai fait sur les conseils de mon prof de dessin qui était toujours là.
Et tu avais gardé le contact avec ton prof de lycée? Ah oui, j'ai toujours gardé, j'allais toujours le voir, toujours lui faire voir des dessins, lui faire voir des toiles, et parler, toujours. Et je me suis retrouvé à un salon de l'éducation nationale où on m'a dit qu'il y avait une demande de prof de dessin à Questembert, au CET à l'époque. Donc c'était des collèges d'enseignement technique. Collège d'enseignement technique. Le niveau était CAP, n'allait pas au-delà du CAP. La rentrée s'est passée et juste avant les vacances de Toussaint, j'ai eu proposition d'un poste dans ce CET de Questembert, où j'ai commencé. Donc tu t'es jeté à l'eau sans... Tu avais toujours gardé des contacts, mais tu n'avais pas eu de formation... Non, pas de formation. À proprement parler. Non, la formation pédagogique, non. Là, c'est pareil. J'ai rencontré une équipe de profs. J'ai trouvé des très bons copains aussi. Des gens qui t'aident. Alors, m'ont aidé les profs de dessin industriel, parce qu'on était voisins de classe. C'était intéressant. Et je pense à un très bon... Quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque, que je connaissais vaguement, qui était Lorientais, qui était prof au CET de Vannes, qui était déjà un grand établissement, qui s'appelait Géflot, et que je me suis permis d'aller voir, présenter. Heureusement qu'on rencontre des gens comme ça. Il m'a dit, tu viens une journée avec moi dans la classe, tu te mets au fond et tu regardes comment ça se passe. Il m'a ouvert tous ses cartons, il m'a fait voir tout ce qu'il faisait. Et là, on apprend en une journée énormément de choses. Et donc, on s'est vu souvent après, d'un côté ou de l'autre. Et après, on a des conseillers pédagogiques qui sont nommés, qui viennent officiellement. Et puis donc, les choses se passent comme ça, quoi. Oui, puis après, tu as passé le concours en interne. Et après, donc, bon, ta titularisation. J'ai dû passer le concours comme tout le monde. Et voilà, quoi. On était une centaine au départ, j'ai dû finir 25e. Et puis, c'était quand même un peu loin des études déjà. Mais tout s'est bien passé. Et puis, toute la carrière s'est passée comme ça. Dans ce lycée qui est passé de CET à lycée d'enseignement professionnel. Et au niveau même... même l'enseignement général sur les dernières années. Oui, niveau années. bac pro même. Et même BT, BTS. Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile, toi, dans ton quotidien d'enseignant? Qu'est-ce qui te paraissait le plus compliqué à gérer? Certaines classes, quoi, beaucoup plus agréables que d'autres. On ne peut pas dire que les classes ne sont pas les mêmes. J'ai travaillé jusqu'à 15-16 classes dans la semaine. La plupart du temps, des gens intéressants. Toujours le mot gentil revient. Et intéressé. Et puis, tout le monde n'est pas forcément agréable. Il y a des gens qui ne sont pas agréables. Il y a ce côté-là, mais bon, c'est pas quand même très courant, quoi. Ouais, la gestion de l'humain de temps en temps. C'est ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et pourtant, tu vois, c'était un lycée, enfin un collège puis un lycée technique. Donc c'était des élèves qui étaient souvent un peu fâchés avec le système scolaire. C'était un milieu rural, ils n'avaient pas forcément une grande ouverture à l'art de par leur milieu familial. Donc comment toi tu les amenais à s'intéresser? J'avais commencé par mettre dans la classe quantité d'affiches et de dessins sur le monde entier, sur les villes que tout le monde connaît un peu, les belles villes touristiques, quoi, évidemment. Barcelone, Venise, Bruges et compagnie. Et puis leur faire voir pas mal de diapos, parce qu'à l'époque, la télévision n'était pas très répandue. Ce sont des gens qui n'avaient pas la télé chez eux. Alors, on faisait voir beaucoup de diapos. Ils étaient intéressés, essayer de les faire rêver quand même. Et un élève qui vient dans un collège d'enseignement technique, de matières assez rigides, les matières de secrétariat par exemple, sténo, sont des matières on ne peut pas tellement... ça demande beaucoup de concentration. On ne peut pas tellement dévier du sujet. Et alors leur parler de Tahiti tout d'un coup, les faire rêver peut-être pendant 1 heure à ce moment-là, par un jour de pluie à Questembert, peut-être c'est profitable. Forcément. Je sais bien parce que j'ai reçu quelques années après des lettres d'élèves qui, au cours de leur vie, ont eu l'occasion de passer aux Marquises et en photographié la tombe de Gauguin et me l'ont envoyé après. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Donc ça veut dire que ces parenthèses-là les avaient marquées. Bon, oui. Même si ce n'est pas 100% des élèves, bien sûr. Même s'il y en a quelques-uns, on n'a pas perdu son temps. Et qu'est-ce que tu avais à cœur, toi, de leur transmettre? Alors, au-delà des connaissances et puis d'un certain savoir-faire, mais qu'est-ce que tu avais à cœur de leur transmettre, toi? Bon, nous, on avait quand même certains programmes, si on veut, c'est-à-dire le partage des
des différentes familles du dessin, quoi. D'abord développer le sens de l'orientation, quoi, par la mémoire visuelle. C'est tout l'exercice qui s'attache à ça. Ouais. C'est quand même intéressant. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire de l'art, connaître tous les grands peintres. C'était ensuite suivi de voyages à Paris aussi. C'est pas moi qui organisais les voyages, c'était des collègues qui, mettons, amenaient les élèves visiter le salon de l'équipement de bureau ou des sujets comme ça. Des salons professionnels. Oui, et plus professionnels, et alors sur lesquels on venait greffer des voyages et des visites du Louvre, ou du musée d'Orsay, que tout le monde quand même se doit de connaître, je pense. Je pense que c'est une ouverture pour eux. Je pense que la plupart étaient intéressés et que c'était profitable pour eux. Mais est-ce qu'il y a des projets de classe dont tu es particulièrement fier ou qui t'ont marqué ? Donc c'est ces voyages, entre autres ? Oui, il y a les voyages c'était bien. On a fait des très grands panneaux déco, pour le lycée d'abord. On avait des panneaux décoratifs dans beaucoup de pièces du lycée, quoi, les réfectoires, les bureaux administratifs. Donc en fait, les élèves avaient sous leurs yeux le résultat de leur travail. Voilà, les élèves étaient contents, le personnel qui travaillait aux cuisines, ils voyaient ces travaux-là. Même si tous n'étaient pas forcément intéressés, il y a quand même une partie qui trouvait ça bien, ce suivi-là, dans les bureaux administratifs, dans des grands panneaux décoratifs grands panneaux sur les USA, avec quantité de documents qu'on avait récoltés, que les élèves apportaient, pochettes de disques, tout ce qu'on peut imaginer. Grands panneaux sur le carnaval, tout ce qui permet de rêver. Moi, je me souviens que tu avais fait un projet là, sur le carnaval de Venise, où en fait les élèves décoraient leurs propres masques et où ensuite vous faisiez des photos. Oui, c'est-à-dire qu'on est une partie de ce grand panneau qui s'appelait Nuit de carnaval, des documents sur Venise, des diapos et tout. Ensuite, on achetait des masques blancs que les élèves pouvaient décorer. Puis, ils amenaient des accessoires, tout ce qu'ils pouvaient trouver chez eux, qui venaient compléter, créer des personnages. Et ensuite, on faisait des photos. Je faisais des photos avec eux, on faisait des agrandissements, et on vendait ces agrandissements aux collègues et au personnel de l'établissement, ce qui nous permettait d'aider un petit peu pour les voyages. Pour les voyages. Tu as gardé des travaux d'élèves ? Oui, j'ai beaucoup de travaux d'élèves que j'ai gardés. Je me souviens de t'entendre raconter parfois des anecdotes un peu marrantes sur des élèves. Mais par contre, je t'ai jamais entendu avoir des propos méprisants sur des élèves. Donc en fait, tu vois, maintenant on parle beaucoup de bienveillance dans l'enseignement, de l'importance de l'encouragement, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que toi, c'était ton mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, comme tu disais, tu avais pas mal d'élèves qui n'étaient pas du tout ouverts à l'art ou qui n'avaient pas forcément de dons, parce que c'est comme ça et que on peut pas être bon partout. Mais pour autant, j'ai toujours eu l'impression que tu encourageais les gens qui avaient à cœur de bien faire. Ah oui, parce que les élèves, la plupart chez eux, avaient très peu de documents et n'étaient pas ouverts sur l'art. Ils avaient vu très peu de choses. Alors, c'était un monde qu'ils découvraient parce que sur les premiers cours, si on leur posait des questions, qui connaissez-vous en peinture, qui connaissez-vous comme peintre, il arrivait d'obtenir le nom du peintre en bâtiment du Patelin. Et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Quoi. Alors, on se voyait qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire, quoi. Il faut quand même les prendre avec bienveillance. Ça ne doit pas être un cours ennuyeux, quoi, sinon c'est pas possible. Quoi. Alors pas ennuyeux, puis pas non plus excluant. Non, tout le monde n'est pas forcément bon dans tel type de dessin, mais il doit pouvoir se rattraper dans un autre. D'avoir au moins la curiosité. Oui. Dans le cartable du bon prof, pour toi, tu mettrais quoi ? De la bienveillance, de la curiosité ? Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Oui, il faut de la rigueur aussi, de toute façon. Sinon, ça n'ira pas, quoi. Je pense pas qu'on puisse réussir un dessin par hasard. Quoi. Je crois pas. Je crois qu'il faut essayer, réessayer. Et puis, moi, je les ai fait travailler comme on nous faisait travailler à Paris. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un trait de crayon pour le gommer, et puis pour recommencer ça 10 fois de rang. Parce que le 10e trait ne sera pas mieux que le premier. Ouais. Mais on travaille comme ça, on trace des trucs, trace des lignes, et ça doit, au bout d'un moment, si on se concentre un peu, mener à quelque chose. Le niveau sera plus ou moins haut, mais on doit arriver à quelque chose. Ouais. Et voilà, ceux qui se rendent compte de ça, il doit arriver à un résultat. Et si c'est pas un dessin pur, ça peut être grâce à la couleur, pour lesquels il y a des gens
Ah oui. qui semblent, Avoir un bon sens oui, des harmonies. qui semblent naturellement doués, quoi, Ouais. pour trouver des belles couleurs. Leur trait sera peut-être moins précis, mais ils savent associer Voilà. les Et couleurs. ils savent très bien que ça, un jour ou l'autre, ça peut les aider chez eux, qu'ils auront une maison Mm. à décorer. Et... Après, on peut aussi aimer faire quelque chose sans pour autant être doué pour ça. Ils pouvaient aimer le faire sans Oui, c'était sans se avant projeter tout... forcément dans des activités artistiques. C'est avant tout aussi à une heure qui devait être une rupture, quoi, par rapport à... Parce qu'à ce moment-là, toutes les classes avaient dans leur programme 1 heure au moins donc d'éducation artistique. ce qui est 2 heures, plus- souvent Ouais. 2 heures. C'est plus le cas, je pense pas maintenant. Souvent 2 heures, Mm. oui. Parce qu'une heure, c'est très court. Hein. Mais en 2 heures, Oui, 2 peut- heures d'affilée. on c'était- peut faire que 2 heures d'affilée, Ouais. on peut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie professionnelle qui te manquent aujourd'hui? Bon, ce serait le contact avec les jeunes. Ouais. C'est toujours intéressant, hein. Leur faire voir des trucs, leur faire découvrir quelque chose. Quoi. L'échange. L'échange de partage, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Même malgré les générations, on arrive toujours à trouver un lien, à trouver des biais pour communiquer, pour échanger des choses. Parce que même si j'ai fait beaucoup de photos ou de vidéos, c'est pas pour les passer tout seul. C'est toujours dans Oui. l'idée De du transmettre. partage. Et puis voilà, on est là, on est ensemble pendant un moment, puis on a l'impression qu'on est sur la même planète. Mhm. Voilà. Si tu pouvais retourner à Carnac, là, à l'époque où tu étais petit, et souffler un conseil ou un encouragement au petit garçon que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Sur le parcours professionnel, hein, je parle. Hein. Oui, oui, pas grand-chose de différent. Ouais. Non. Je crois qu'à cet âge-là, les petits, il faut les laisser un peu rêver, Mhm. comme nous on Tu lui avait. dirais d'avoir confiance alors finalement, que les choses se poseront comme elles doivent se Oui, poser. que les choses s'arrangent comme ça. Puis alors surtout, il y a quand même une chose, c'est rencontrer la personne qu'il va falloir au bon moment, quoi. C'est pas obligatoire, ça. Professionnellement, tu penses que tu as vraiment bénéficié de bons échanges Ah oui, ah oui. avec les gens qui étaient autour de toi? Ah ouais, et je dis ça t'a souvent. aidé à te construire? Parler des collègues, là, je parlais des collègues qui permettent d'assister à leurs cours, il n'y en a pas... C'est pas tout le monde, hein. Oui, parce qu'un prof, t'es tout seul dans ta classe, mais t'as besoin de, Eh oui, de te quand construire. et j'ai vu quand même ces collègues-là qui étaient vraiment très, très, très gentils, quoi, très agréables, comprenaient bien, et puis avec qui on pouvait poser des questions. Je crois qu'il y a absolument besoin de ça au départ. Donc ça doit être un métier d'échange à tout niveau, autant avec les élèves qu'avec les collègues, qu'avec Ah ouais, bien les sûr, conseillers. bien sûr. Puis les élèves, bon, comme étant passionnés de vélo, il y avait des élèves garçons qui faisaient les courses cyclistes. Mhm. Bon, j'ai passé des dimanches à aller les voir courir, avec grand plaisir. Bon, je suppose qu'ils étaient contents de me voir là, avec leur famille des fois, mais moi j'ai toujours passé un bon moment avec eux. Il m'est arrivé de rouler avec eux, en vélo, après, toujours avec beaucoup de plaisir. Mais t'en croises encore régulièrement? des Oui, de anciens temps en élèves? temps, oui. Ouais. Et t'es toujours resté en lien avec tes collègues aussi? T'as une bonne bande Ah bah oui, d'amis? certains. Les collègues, on a gardé un bon groupe de Le fait collègues. d'avoir fait toute ta carrière dans le même lycée, ça crée aussi des liens forts. Oui, parce qu'on est là, bon, il y a des gens qui passent comme ça rapidement, Oui. 1 an, 2 ans, puis on les voit plus, on se souvient très peu. Et puis il y a des collègues qui sont restés toute leur carrière, 20 ans, 30 ans certains, et alors constituent des bons groupes, et plus de 20 ans plus tard, on se voit toujours. Donc, c'est un métier qui s'est révélé à toi assez tard, mais qui donne l'impression de t'avoir comblé. Ah oui, absolument, oui. Et t'as toujours continué à faire de la photo et de la peinture en parallèle? Oui, la peinture, il y a les expositions, mais c'est quand même des contraintes, parce que on peut pas peindre sans vendre, hein. Et ça finit par être très cher et tout. Il y a la contrainte des expositions, et donc au bout d'un moment, après, puis des problèmes ensuite de vue qui est moins bonne, font que de ce côté-là, il faut arrêter un peu, quoi. Mais en tout cas, tu te serais pas forcément projeté dans une vie artistique pure, dans le sens Non plus. n'être que peintre. Non, parce que j'avais besoin de cette sécurité-là. Cette sécurité de dire, bon, je n'ai pas à me soucier du côté matériel. Je peux passer des dimanches entiers et des week-ends entiers à chercher des documents, chercher des sujets de dessin, Corriger des travaux. corriger, prévoir des balades, des sorties à Pont-Aven ou ailleurs, sur les traces de Gauguin ou d'autres, et avoir l'esprit absolument libre pour ça. Ouais. Peut-être que tu avais aussi besoin de cet échange. Ah ben oui,
Je pense que tout le monde a besoin Je sais d'échanges. pas, il y a des gens qui sont plus solitaires, à qui ça convient très bien d'être face à leur toile toute la journée. Je me souviens des sorties avec des élèves, parce que les derniers élèves que j'ai eus en dernier, ce sont des maquettistes. On était les seuls en France à avoir une section de maquettistes dans l'enseignement public. C'est des élèves, des étudiants plutôt, passés 20 ans, 21 ans. Je commençais une sortie avec eux, pas visiter un cargo étranger au port de Lorient, puisqu'ils faisaient des maquettes de bateaux, eux. Certains d'entre eux choisissaient ça. Donc, pour eux, c'était une découverte. Découverte d'un bateau, découverte d'un pays. Sur un bateau chinois ou mexicain, où on était toujours très bien reçus. Puis, visite des Beaux-Arts, quelquefois de l'école de Lorient, très bien reçu par le directeur des Beaux-Arts de Lorient, M. Huard, encore une personne très agréable, qui se mettait au niveau des élèves, qui expliquait bien tout ce qui se passait, parce qu'on parlait souvent de ce mot-là, Beaux-Arts, les élèves ne savaient pas trop ce que c'était, là ils voyaient de quoi il s'agissait, très bon souvenir. Puis on allait voir Pont-Aven, sur les traces de Gauguin. Bon, forcément, les élèves, ces maquettistes qui venaient de toute la France, ils voyaient quelque chose de nouveau pour eux. Forcément, cette journée-là. Si c'était pas une chose, c'était l'autre, et ils accrochaient forcément mieux au départ, que si nous étions restés tout le temps. Oui, dans une classe, dans la entre classe. les 4 murs de la classe. Voilà. Tu disais que les cours de dessin, c'était pour les élèves des petites respirations, quoi, des petites parenthèses entre deux matières un peu plus strictes. Mais dans la vie, l'art, quelle importance ça a pour toi, en tout cas? Je pense que dans la vie, il faut, je dis ça maintenant, mais il faut viser vers une recherche de la qualité, quoi. Je pense que tout le monde peut, à son niveau, faire une recherche de la qualité. Qualité d'un échange comme ça, d'un bavardage, d'une réunion avec des amis, d'une sortie. Ça peut toujours être à un niveau plus ou moins élevé ou plus ou moins bas. Il vaut mieux choisir le haut. Et si on est aidé par quelqu'un pour le faire, c'est pas plus mal. Celui qui n'aurait aucun guide, rien, il va pas forcément se diriger spontanément, vers ça, quoi. Et il va perdre quelque chose, c'est sûr. Même si l'accès s'est démocratisé, tu vois, il y a beaucoup d'expos, c'est beaucoup plus facile. Oui, alors maintenant, bon, il y a beaucoup plus de choses. Parce que je me souviens que du temps d'étudiants à Paris, il y avait très peu de monde au Louvre. Très peu de monde, alors que maintenant, il y a énormément d'étrangers, de touristes. C'était pas ça à l'époque. Puis plus toutes les expos annexes qu'il y a oui, en permanence. Oui. Non. Alors, tout ça font que toujours le choix, quoi. Possibilité du choix et de la qualité. Tendre vers ça, quoi. Et tout le monde peut essayer de faire ça. D'enrichir sa vie, comme... Voilà. Parce que la vie, ça passe quand même assez vite, quoi. Alors, c'est bête de passer près de très très belles choses sans les voir, c'est sûr. Donc, tu essayais d'être cette personne qui aidait à voir. Je disais à mes élèves, il ne faut pas tout mélanger. Il faut faire deux choses à la fois. Vous allez voir un match de foot, vous êtes au match de foot. Le match de foot est fini, on ne vous empêche pas d'entrer une demi-heure dans une expo de peinture. Bien sûr. Ça n'a rien à voir, c'est complémentaire. Vous allez rencontrer des gens différents, vous allez avoir des très bons copains de foot, vous allez avoir des très bons d'autres personnes que vous pouvez découvrir dans une expo. Et les choses peuvent se passer comme ça plus agréablement, quoi. Garder un maximum de portes ouvertes. Voilà. Pas se renfermer. Mais non. Essayez de trouver des gens qui pensent autrement, qui voient autre chose. Quand même quelqu'un qui guide de temps en temps. Oui, mais justement, c'est tout le rôle des enseignants. Oui, voilà. Normalement. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu revenir sur ton parcours qui est très riche. Voilà. Donc je te souhaite une bonne continuation et d'aller voir encore plein d'expos et de continuer à transmettre tout ça à qui veut bien l'entendre. Merci. À bientôt. Une nouvelle récré se termine. Max va continuer à poursuivre sa recherche de la qualité entre sa famille, ses amis et ses livres. Pour ma part, je vous encourage à découvrir la page Facebook ainsi que le compte Instagram de Cours de Récré. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. Merci pour votre écoute, quoi qu'il en soit.